Bonjour Paul, Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. merci à toi. C'est vraiment top, parce que, j'avoue que ton métier pose beaucoup de questions et chez les investisseurs, c'est toujours un peu, une inquiétude, ce que tu as l'habitude C'est de vrai, voir. c'est vrai, c'est vrai. Donc on va pouvoir aborder ces sujets-là en profondeur aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu rapidement au niveau de ton parcours? Ouais, donc je m'appelle Paul. Le métier que j'occupe actuellement, c'est ingénieur structure et maître d'œuvre. Et donc, j'ai commencé avec une filière scientifique, un DUT génie civil, ensuite une école d'ingénieur que j'ai fait en alternance. OK. Et donc, j'ai fait mon alternance dans un bureau d'études. Et donc, c'est via cette alternance que j'ai commencé ma spécialité en bureau, en tant qu'ingénieur structure. OK. Et donc après, j'ai fait 2 ans et demi dans un bureau d'études à Paris. Mmh. Et après, j'ai eu l'occasion avec mon frère de rentrer dans la boîte de mon père. Et donc, on a travaillé depuis 2015 jusqu'à mai de cette année, tous les trois ensemble, donc en bureau d'études techniques, où on travaillait surtout pour des marchés publics, des gros privés, voilà. D'accord, OK, ça marche. Ah bah, trop cool, business, en famille, quoi. Exactement, exactement. Et donc là, comme mon père part à la retraite et que j'aspirais aussi à d'autres choses, je me suis mis à mon compte là depuis fin mai. OK, ça À mon marche. compte d'une boîte que j'avais déjà créée avant. Donc j'étais déjà, on va dire, en side business sur cette boîte-là Ouais. pendant que j'étais encore salarié avec mon père. D'accord, OK. OK, OK, ça marche et du coup, ouais, c'est chouette que vous ayez fait ce business, en famille, ton père, il devait être super content, Ouais, ouais, en plus, c'est une boîte que lui, enfin, c'est un bureau d'études que lui avait créé en 2004. Donc D'accord. il était tout seul depuis 2004. Ah ouais, Et donc pendant 11 ans, il a bossé tout seul, vraiment tout seul. Bon, je l'aidais un petit peu, de parce que temps en temps, je sais faire les plans sur AutoCAD, donc je bossais un petit peu pour lui de temps en temps. Mais ouais, ça a beaucoup changé du coup sa façon de travailler à lui. ouais, j'imagine. Puis on a même travaillé pendant quelques mois à la maison familiale, à l'étage, Ah dans ouais? une petite chambre tous les trois. OK. C'était assez marrant, ouais. Ah, j'imagine. Non et puis c'est chouette pour lui de pouvoir travailler avec ses enfants, de pouvoir Mm, transmettre, toutes ses connaissances aussi, mm, mm. donc non, c'est super et du coup, est-ce que tu peux nous définir ce que c'est le métier d'ingénieur structure? Alors, l'ingénieur structure, en fait, quand il va avoir la mission d'un bâtiment, que ce soit en rénovation ou en construction neuve, il va imaginer la manière dont c'est la plus adaptée de construire OK. en fonction du site, de la, enfin, du site de la construction, Mmh. des aspirations de l'architecte, s'il veut construire en bois, en béton, en métal, etc. Du coût aussi, et de ce que veut aussi le client sur son bâtiment. Et donc, c'est l'ingénieur structure qui conçoit tout ça, qui dimensionne les épaisseurs de plancher, la distance entre les poteaux. Bon, la distance entre les poteaux, généralement, c'est plutôt l'architecte qui essaye de gérer ça, mais en fait, nous, on va donner les dimensions, et puis après, Mmh. si pour l'archi, il trouve que c'est trop gros, bah, du coup, il va réduire un peu les poteaux, etc. D'accord. Donc, on dimensionne l'ensemble des ouvrages de structure, donc depuis la toiture jusqu'aux fondations. OK. Et ensuite, quand vient le moment de faire chiffrer aux entreprises, on vérifie les offres des entreprises. Ouais. On vérifie qu'ils ont bien pris en compte tout ce que nous, on avait prévu. Mmh. Et après, on a la partie suivi travaux, où on suit les travaux de l'entreprise, on vérifie qu'ils ont bien exécuté les travaux. D'accord. Sur les marchés publics, il y a une phase un petit peu en amont qui s'appelle les visas. Donc en fait, eux, ils réalisent des plans très précis que nous, OK. on va regarder et on va vérifier que ça correspond bien au projet qu'on a signé et aux réglementations en vigueur. D'accord. Et quand on a validé, ils peuvent commencer à exécuter. Donc après, on vérifie que tout est bien réalisé et après, on fait la réception du chantier final avec le client et l'architecte. OK, ça marche et donc du coup, c'est plutôt orienté construction, mais c'est possible aussi, par C'est exemple, exactement d'intervenir la même chose en rénovation, ouais. pour de la En tout cas, le rénovation? phasage est vraiment identique. Forcément, il y a des méthodes qu'on n'utilise pas en rénovation, mais qu'on utilise en construction neuve, et l'inverse aussi D'accord. est vrai.
Et ça, c'est la partie, on va dire, un peu marché public, tu vois, un gros projet Ouais, de privé ou de marché public. Mais pour les particuliers, la mission de l'ingénieur structure, elle est beaucoup plus simple. d'accord. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis appelé pour faire une ouverture d'un mur porteur, Mhm. moi, mes missions, c'est de venir, de vraiment détecter toutes les parties de la maison, comment est réalisée structurellement la maison, Ouais, comment porte la toiture, en quoi elle est faite, est-ce qu'elle est en tuiles, en ardoise, en zinc, etc. d'accord. Tout ça dans l'objectif de calculer les charges qui vont arriver au-dessus de l'ouverture qu'on veut créer, Mhm. et ensuite de calculer la poutre qu'on va devoir mettre en place. Alors Ok. cette poutre-là, elle peut être en béton, en bois, en métal. On a tous l'habitude d'entendre le mot IPN, Voilà, c'est ça, ouais, tout à fait, j'allais te qui, poser la question. en effet, l'IPN est une sorte de poutre en métal. D'accord. Il en existe plein d'autres pour, comment dire, pour des objectifs bien précis ou pas. Et donc, dès qu'on a défini tout ça, après, moi, je fais mes calculs, je fais mon rapport et j'envoie le rapport au client. Et après, il n'a plus qu'à donner ça à son maçon et le maçon, lui, il réalise les travaux. Ok, ça marche. Donc, à chaque fois, c'est plutôt le client qui va te contacter Oui. plutôt que le maçon, en fait. Ça arrive que ce soit le maçon, les bons maçons vont me Les bons maçons, contacter ouais, ok. parce que les bons maçons savent ils sont pas compétents et pas assurés pour calculer le fer, enfin, ou D'accord. la poutre. Ouais, Et donc, les bons maçons vont appeler un bureau d'études pour se faire assister. ok. Et, mais le plus souvent, quand même, c'est les clients qui ont soit pas confiance en le maçon, ou soit ils veulent vraiment maîtriser la totalité de l'étude. Ouais, Généralement, c'est plutôt les particuliers qui m'appellent, ouais. Enfin, les clients, en d'accord. tout cas. Ouais, les clients, ok. Ok, ok, ça marche. Et donc, du coup, finalement, cette étude, ouais, tu vas leur donner le résultat de tous les calculs. Et après, c'est le maçon qui, lui, doit comprendre, en fait, comment interpréter ces calculs-là. Exactement. Bon, moi, je fais des rapports qui sont plutôt très compréhensifs pour les gens qui s'y connaissent pas du tout. Donc, j'explique D'accord. bien comment sont faits les éléments, enfin, comment est-ce qu'on définit le poids de chacun des éléments en fonction de l'épaisseur, etc. Mhm. Donc en général, les clients qui s'y connaissent pas du tout, quand ils plongent dans le rapport, ils arrivent à comprendre quand même un petit peu. Après, au niveau des dimensionnements des poutres, quand tu dis à un maçon un IPN 270, il sait ce que c'est, et Ouais, bon, il n'y a pas trop de, il n'y a pas pas trop de trop de doute, sujet, quoi. quoi. Ok. Bon, après, si jamais il y a des questions, il y a toujours une disponibilité. Alors moi, je l'ai, mais normalement, les autres ingénieurs structure l'ont aussi, d'être disponible pour répondre aux questions du maçon. Ça arrive aussi que quand on fait notre étude, on n'ait pas la possibilité de faire des sondages, par exemple, ou on n'en ait pas l'intention de faire des sondages pour affiner nos hypothèses, et que du coup, on puisse prendre des hypothèses qui sont un peu défavorables pour le calcul. Et quand on arrive en chantier, qu'on commence à ouvrir, on peut se rendre compte que bah, soit les hypothèses n'étaient pas bonnes, soit elles sont meilleures, et donc du coup, peut-être qu'il y a besoin de faire moins de travaux que prévu. Donc voilà, après à voir avec l'ingénieur structure, mais généralement, il reprend un peu son étude en fonction. Ok. Et ça, j'avais vu le cas de mon côté, mais peut-être que ça dépend des bureaux d'études. Il y a des ingénieurs structures qui ont parfois des spécialités, Oui, c'est-à-dire qui vont être qui vont être spécialisés, pardon, dans le bois ou ouais, exactement. dans le béton. Et en fait, ils vont pas pouvoir se prononcer forcément sur n'importe quel En type fait, de ça structure. dépend de leur expérience et de leur spécialité. Il y a D'accord. alors dans le monde dans le monde des bureaux d'études, en tout cas quand tu vas dans le côté public, il y a deux types de bureaux d'études. Il y a les bureaux d'études conception qui font de la maîtrise d'œuvre, et les bureaux d'exécution, bureaux d'études d'exécution. Les bureaux d'études d'exécution, ils font des plans très précis, des calculs très précis. Et ceux qui font du béton, par exemple, ils font quasiment que du béton. D'accord. Du coup, ils sont moins à l'aise sur des charpentes en bois ou sur des charpentes de métal. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans un bureau d'études conception, donc on sait dimensionner tout type d'ouvrage structurel, quoi. D'accord, ok, que ce soit du Donc bois, là, du moi, je sais béton. dimensionner du bois, du béton. Et puis après, de plus en plus aussi, on a des logiciels qui sont de plus en plus intuitifs, et on arrive quand même à tout calculer, quoi. Mais D'accord. c'est vrai qu'il y a il y a des ingénieurs qui se disent ingénieurs béton Mhm. parce ils font énormément de béton, ils ont l'habitude, et peut-être qu'ils sont plus à l'aise à ne faire que du béton et pas d'autres matériaux. Ouais, ok, je vois, je comprends. Et
du coup, par rapport à des clients qui sont des particuliers, comme des investisseurs, finalement, à quel moment est-ce que pour un investisseur, c'est le mieux de t'appeler? Bon, j'imagine que c'est de toute façon avant les travaux, Ouais. mais tu vois, dans quel type de situation finalement ils peuvent te solliciter? Alors moi, je suis le plus sollicité sur les ouvertures de murs porteurs. D'accord. Donc quand on parle d'ouverture, on peut parler d'une ouverture de 1 mètre ou une suppression complète du mur. Alors généralement, on n'arrive pas à démolir la totalité puisqu'on a quand même besoin d'un petit bout d'appui pour les poutres, pour la poutre de chaque côté, donc on a toujours un petit bout de mur, qui reste. Mais soit on m'appelle pour des ouvertures de murs porteurs, des ouvertures de trémies dans des planchers pour, par exemple, réunir 2 appartements. L'inverse aussi existe pour reboucher, une trémie dans un plancher quand on veut diviser, un duplex. Ouais. Ça peut arriver une Heu, ouverture en toiture aussi peut-être? pour des Velux, alors pour les Velux, souvent les charpentiers savent le faire sans bureau d'études. Donc on OK. peut s'économiser le prix d'un bureau d'études en confiant directement l'ouverture du Velux au charpentier. Lui, il a l'habitude, il sait quoi mettre. Donc quand il y a quelqu'un qui m'appelle pour une ouverture de Velux, en général, je lui dis: «Bah, De voyez avec votre charpentier, Ouais. ça vous économisera, quelques milliers d'euros», Ouais. voilà. Mais sinon, je fais aussi pas mal de surélévation et d'extension. Donc quand tu fais une surélévation, tu as un bâtiment existant et tu veux rajouter des étages au-dessus. Alors ça peut être rajouter des étages, mais ça peut être aussi, changer la pente de ton toit et du coup remonter un petit peu, de quelques centimètres, voire mètres, tes 2 murs pour regagner, de la hauteur sous plafond en bas de pente. Ça rajoute forcément du poids, mais bon, tout dépend de ta construction initiale. Si tu rajoutes, 2 mètres de mur sur, un bâtiment qui fait 6 étages, en général, ça change pas grand-chose. Après, c'est sûr que si tu rajoutes 2 étages, même en charpente de bois, sur une construction qui est en simple rez-de-chaussée, forcément, ça va avoir un impact. Ouais. Et donc l'objectif de l'ingénieur structure, c'est de vérifier que la construction n'engendre pas de problématiques sur les fondations et si c'est le cas, de dimensionner, les nouvelles fondations, le renfort de fondation à réaliser. Ouais, je comprends. Voilà. OK, c'est hyper intéressant et parce que le risque, en fait, de ne pas faire intervenir un ingénieur structure, c'est Mmh. quoi concrètement? Alors, tu as 2 types de risques. Le premier type de risque, c'est, de faire confiance à ton maçon et qu'il fasse tout et que finalement il y ait un sinistre et que le sinistre ne soit pas pris en charge par son assurance puisque l'assurance du maçon, elle ne porte que sur la réalisation des travaux et donc la malfaçon ou bonne façon de l'exécution des travaux, mais pas sur la conception ni sur le calcul structurel des éléments de structure. Donc ça veut dire que si la problématique que tu as, si ton sinistre, il est lié à un sous-dimensionnement de la structure, bah, c'est pour ta pomme. Ouais. Si c'est une défaillance de réalisation d'entreprise, ce sera l'assurance décennale du maçon. Mais voilà, c'est le premier sujet, c'est que, bah, voilà, ce soit pour ta pomme. Il y a aussi un autre sujet qu'on se doute pas, mais des fois, on a, une, modification de la structure du bâtiment qu'on fait faire par le maçon, par exemple. On n'a pas de sinistre, donc c'est très bien, mais on vend et là, le futur acheteur dit: «Mais cette ouverture-là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous l'avez fait par un bureau d'études? Est-ce que quelqu'un de compétent l'a fait?» Et si tu peux pas prouver, bah, tu peux te risquer à une petite moins-value, Et oui, sur ta vente. et oui, ouais, soit une moins-value, soit des conséquences, à gérer parce que finalement, voilà, on assume un peu comment dire? La conséquence de la conception qui a Ouais, c'est ça. Alors mal été sur une imaginée. ouverture de mur porteur, généralement, c'est un peu moins, je vais pas dire que c'est moins grave parce que ça peut quand même être très mal dimensionné, mais là où tu as le plus de problématiques, c'est quand tu fais une surélévation, par exemple. Bon, souvent, quand tu vas faire une surélévation, tu vas avoir un architecte qui va devoir faire un permis construire. L'architecte, lui, il a pas non plus les assurances en tant que bureau d'études de structure et donc il va très souvent te dire: «Bah, moi, je veux un bureau d'études de structure sur cette opération pour, Pour qu'on soit sûr de m'assurer tout». ou mmh. Mais si jamais ça se fait pas, là, le plus gros risque, c'est que ta maison, enfin, que tes fondations, elles soient pas aptes à récupérer les charges totales de ta surélévation
et qu'elle puisse tasser au fur et à mesure, qu'elle puisse retasser, même Mmh. pour une maison qui est déjà tassée depuis longtemps, qu'elle retasse, Qu'elle retasse, c'est-à-dire qu'elle redescende. qu'elle redescende, Ouais. ouais, OK. Alors on parle pas de 10 centimètres, hein, on parle de quelques millimètres ou quelques centimètres, mais ça suffit largement à te faire À l'intérieur, des fissures des fois assez ouais. impressionnantes, etc. En plus, très souvent, le sol n'est pas uniforme sur la totalité de ta maison. Donc, il y a des endroits où le sol est un peu plus mou et donc, du coup, il va plus tasser à cet endroit-là. D'autres endroits où il va rester un peu plus raide. Et quand tu as un endroit qui tasse et pas l'autre, et bah, du coup, ça va venir tirer dans la structure qui est au-dessus. Et du coup, ça va engendrer des fissures. Alors, les fissures en elles-mêmes, bon bah voilà, mais si tu as une toiture qui fait et que du coup ta couverture bouge un petit peu, bah tes tuiles peuvent comment dire, se déclipser, laisser passer du jour, faire des infiltrations. Si t'as une toiture terrasse, c'est pareil, ton étanchéité elle peut Et ouais, tu as de craquer. l'eau qui peut s'infiltrer, Ouais, des portes qui s'ouvrent OK, OK, plus. OK. Eh, bon, un certain nombre de Ouais, problématiques, quoi. voilà, c'est ça. Donc ouais, donc t'as tout intérêt à faire venir un bureau d'études de structure. Ça a un coût forcément. Ouais, alors en termes de coût, justement, parce que c'est vrai que ça peut coûter cher, est-ce que, alors j'imagine que c'est pas forcément réglementé en tant que tel, Non, il y a mais aucune réglementation. d'accord. Chacun fait ses prix un peu comme les architectes ou comme les entreprises de travaux, hein. Ouais, bien sûr. Globalement, une ouverture de mur porteur, moi, je fais un forfait, je suis à 1 600 € hors taxe, mais globalement, les ingénieurs structure, ils vont être voilà, entre 1 500 et 2 500 €. OK. Après, sur les surélévations, les extensions, en général, ça dépend beaucoup du projet, c'est vraiment du sur-mesure. Donc c'est au cas par cas. Puisque, tu vois, une surélévation qui impacte juste de changer une pente, ça veut dire pour l'ingénieur structure juste de recalculer la charpente et faire rapidement une descente de charge. C'est pas la même chose que de faire une surélévation de 2 niveaux où du coup l'ingénieur structure il doit dimensionner tous les poteaux de l'avant-dernier niveau, les poutres et les planchers de l'avant-dernier niveau, la Mmh. charpente du dernier niveau, etc. En plus faire la descente de charge finale sur les fondations. Ouais. Donc Donc c'est ça peut monter là comme ça entre 4 000, 5 000, 6 000 € ouais, bien pour sûr. une grosse surélévation. Mais après, quand tu fais une grosse surélévation, généralement ton montant de travaux c'est déjà entre 150, 200, 250 000. Donc finalement, c'est Donc un petit pourcentage, voilà, qu'on de compte. toute façon, tu vas avoir un architecte qui va te prendre un pourcentage. Bien sûr. Voilà. Ouais, ouais. Donc ça se rajoute, dans l'enveloppe et puis, je sais pas si c'est des montants que tu peux faire potentiellement financer par la banque, par exemple, Bah, sur un normalement, projet? oui. En tout cas, Ouais. l'architecte, généralement, la partie maîtrise d'œuvre peut se faire financer par la banque, ouais. Ouais, donc c'est des frais annexes que potentiellement tu peux te faire, Ouais, exactement. financer. Tout comme un architecte, comme un géomètre, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre une assurance, peut-être aussi même les assurances. Peuvent Quand se tu faire fais des gros financer. travaux, généralement, c'est bien de prendre une assurance dommage-ouvrage qui va venir en complément des assurances décennales des différents intervenants. Mais je pense que l'assurance dommage-ouvrage, elle peut se faire Elle peut se faire financer, financer, ouais. OK. Intéressant et du coup, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'avais vu aussi, mais au niveau de l'ingénieur structure, du coup, tu as une assurance décennale et Exactement. ça fonctionne un peu comme, finalement n'importe quel corps de métier entre guillemets, Ouais, c'est ça. dans le sens où, toi tu fais tes calculs, Mmh. heu, À d partir du moment où je vais rendre mon rapport, il y a 10 ans de couverture sur la conception et le dimensionnement des ouvrages de structure. Donc si jamais c'est mal fait, voilà, c'est pareil, ça sera pris en charge par l'assurance. Bon, le mieux, c'est de pas en voilà, c'est optimiser, ça. hein, parce que bah déjà, c'est cause de sinistre. Enfin, le sinistre en lui-même va impacter le client. Bien Donc sûr. forcément, il va en parler. Et puis surtout la prime d'assurance qui monte derrière. Ouais, bien sûr, bien sûr. Est-ce que, toi, ça t'est déjà arrivé d'intervenir en tant qu'expert judiciaire ou pas du tout? Alors non, en tout cas pas moi. Hem, Expert judiciaire, en fait, le terme d'expert judiciaire en général, il faut être plutôt généraliste. Souvent c'est des comment dire? C'est des architectes qui ont beaucoup d'expérience qui font du coup Ah, c'est de des architectes? l'expertise. OK. Quand tu es très technique comme un ingénieur structure ou comme un ingénieur clim par exemple,
tu peux intervenir en tant que sapiteur. Sapiteur, en fait, c'est un conseil technique de l'expert judiciaire. Ok. J'en ai jamais fait moi personnellement, par contre mon père, lui, il l'a déjà fait plusieurs fois. Ah, ok. Comme mon père est très très bon en clim, il est déjà intervenu plusieurs fois sur des sinistres de grosses copros, par exemple. D'accord. Donc auprès d'un archi qui est expert judiciaire que je connais, et donc il avait appelé en tant que sapiteur, en tant que vraiment technicien de clim, D'accord, ok. conseil de l'expert. Ok, ça marche. Ouais, parce que du coup, pour ceux qui nous écoutent, quand il y a un sinistre, en fait, et qu'il peut y avoir, je sais pas si c'est toujours au stade de procès, mais c'est le juge qui peut, en Ouais. fait, finalement, demander, faire une requête, de faire appel à un expert, C'est ça. judiciaire pour se En prononcer. général, le juge, quand il sait pas trop se prononcer, et donc il mandate un expert judiciaire pour venir faire l'expertise des sinistres et éventuellement donner la cause et la responsabilité qui incombe à ceux qui ont mal fait leur boulot. C'est ça. Par contre, tu as raison, donc on parle d'expert judiciaire, mais par contre, en tant qu'ingénieur, tu peux quand même être expert, enfin venir sur une problématique d'une maison individuelle ou autre qui a un sinistre et donner ton avis, faire un rapport d'expertise sans forcément qu'il soit lié à la justice, Oui, mandaté par la justice. ouais, bien sûr. Donc il y a plein d'experts. Oui, ça peut être, histoire d'avoir, par exemple, un deuxième avis ou Ouais, ouais, troisième avis. exactement. Exactement. Enfin, moi, je suis déjà intervenu plusieurs fois sur des maisons qui étaient sinistrées et donc j'ai fait un rapport d'expertise où j'ai indiqué pour moi quelles étaient les causes des sinistres. Donc là, récemment, j'ai une maison là où il y a eu une extension et en fait, on avait pas mal de fissures dans la superstructure et on avait des planchers qui étaient affaissés un petit peu. OK. Et en fait, en faisant un peu mes recherches et après plein de... En fait, tu sais jamais vraiment expliquer à 100% la cause d'un sinistre, mais il y a quand même pas mal d'éléments qui peuvent tendre Une conclusion. vers une conclusion, voilà. D'accord. Et donc là, pour le coup, c'est sur cette maison-là. Et en fait, ils ont fait une extension vers l'avant de la maison. Mmh. Ils ont ouvert, du coup, quasiment toute la façade de l'ancienne maison. Et en fait, après, moi, j'ai réussi à faire des petits sondages, du coup, moi, avec mon petit marteau. Et j'ai réussi à voir que la poutre qu'ils avaient mis en place était largement sous-dimensionnée. Ah ouais. En plus de ça, l'extension était vraiment bien collée et rendue dépendante structurellement de la maison. Et en fait, la maison, elle avait tassé déjà depuis très longtemps. Par contre, l'extension, quand tu la réalises, elle est pas tassée. Ah ouais, Donc il en est pas fait, cassé. l'extension avait tassé, et comme elle était liée à la maison, elle a, on va dire, un peu entraîné la maison. Ah ouais, Et c'est pour d'accord. ça que les planchers étaient affaissés. Parce qu'ils ont suivi Parce l'extension qu'ils ont comme tu suivi disais, quoi. l'extension, ils se sont affaissés, donc du coup, côté extension. Il y avait des fissures sur les cloisons de distribution qui étaient perpendiculaires à la façade, puisque en fait, toute la façade de la maison suivait l'extension et donc du coup descendait. Mais l'arrière de la maison restait là où elle est, et du coup, le premier qui craque, c'est la cloison qui a perpendiculaire, quoi. OK. Voilà. Ah ouais, Et donc là, sur ce projet-là, donc j'ai fait un rapport d'expertise où j'ai indiqué les éléments qui, pour moi, étaient pas bons, d'accord. et j'ai préconisé les travaux qu'il y avait à faire. OK. Ah oui, pour pouvoir Voilà. rectifier le Et tir. après au client, donc là, pour le coup, c'était un archi qui m'avait missionné. Après, c'est à lui d'aller voir des entreprises et de faire chiffrer les préconisations que j'ai faites. D'accord, OK, ça marche et du coup, ça veut dire qu'il y a pas eu d'ingénieur structure qui s'était occupé de Je, l'extension, tu sais pas? là, comme ça, je pense pas. Ouais, En d'accord, tout OK. cas, vu le faire, Ouais. je crois que j'arrivais à 400 ou 500% de taux de travail. Donc ça veut dire que normalement, on doit être en dessous de 100. Ah oui, d'accord. Donc Ah ouais, ouais. donc il y a un gros Bah delta, là, quoi. si tu veux, il y avait un plancher d'étage, plus un plancher de comble, plus la toiture, plus toute la hauteur du mur du premier étage qui est appuyé sur une poutre qui OK. faisait 5,60 m. Et bon, les gens qui nous écoutent, ils sauront pas, mais il y avait un IPN de 220. Non, 260. Et bon, clairement, c'est pas assez, quoi. C'est pas suffisant, d'accord, OK. Ouais. Oui, j'avoue que j'ai pas la notion Pour du avoir ciment un des hommes, IPN de ouais, c'est ça. 220, il faudrait rajouter au moins 2 poteaux, je pense, D'accord, de soutien? ouais, de soutien pour que l'IPN 260 passe. Ouais. Sinon, il aurait fallu passer sur un H. Donc le H, en fait, c'est un autre type de fer qui lui aussi est posé en I, mais en fait, on l'appelle H puisqu'il est aussi large que O.
Donc, c'est en fait, si tu prends les cotes en bas et en haut, c'est vraiment carré. D'accord, Et les épaisseurs d'acier sont plus importantes. Donc, du coup, il est plus résistant qu'un I, qui lui est peu large, mais assez haut. d'accord. Et Quand tu dis assez haut, c'est enfin, en termes bah, de... par exemple, un IPN 260, en largeur, il fait 11 cm de largeur, mais D'accord, du coup, il fait 26 cm de hauteur. ok. Alors qu'un HEA de 260, il fait 26 cm de largeur et 26 cm de hauteur. D'accord, ok. Ok. Et entre un IPN 260 et un HEA 260, il y a peut-être le H, il est peut-être, on va dire, 2 fois ou 2 fois et demi plus résistant que le I, D'accord, ok. tu vois. Donc Ok. là, je pense que sur ce projet-là, il n'y avait pas d'ingénieur structure. Ouais, il n'y avait pas d'ingénieur structure et du coup, Et donc, c'est le il y maçon qui avait que était cette livré à question. lui-même pour Ouais. faire ça. Donc là, je pense que l'extension, elle avait été faite il y a plus de 10 ans. Donc, de toute façon, Ouais. il n'y a plus de recours Plus de recours sur une possible ligne sur décennale une du décision. maçon ou pas. Oui, c'est ça aussi, ouais. Ouais, Ouais. c'est pour ça que, bah, de toute façon, le fait de faire appel à un ingénieur structure, c'est très clairement recommandé et conseillé quand on commence à, enfin, comment dire? Impacter la structure, Ouais. que ce soit en rénovation, en construction, en tout ce qu'on veut. Mais par contre, il faut effectivement garder en tête que, voilà, il y a une attestation d'assurance décennale, hein, qui dure Exactement. 10 ans comme, la majorité des travaux, qui Oui, sont c'est ça. réalisés. Alors pour la rénovation, ça marche très bien. Pour la construction, très souvent, c'est le maçon qui va prendre à sa charge les études D'accord. et qui du coup va faire directement chiffrer et dimensionner par les fabricants. OK. Puisque Ah, par les très fabricants. souvent en construction de maison individuelle, on est très souvent en briques ou en parpaing. Les planchers, c'est des poutrelles en béton qui sont tous les 60 centimètres. Et entre les deux, on vient mettre ce qu'on appelle des ourdis. Donc c'est des remplissages soit en parpaing, soit en bois, soit en plastique, etc. Et OK. à la fin, on vient couler une dalle en béton. Ces poutrelles-là, c'est des poutrelles qui sont fabriquées par des fabricants. Et c'est souvent eux qui dimensionnent et qui disent, bah voilà, vous mettez telle poutrelle tous les 60, vous mettez tel remplissage, etc. Et donc, c'est les fabricants qui font les dimensionnements. Donc, le maçon, lui, prend à sa charge les études. Donc, D'accord. quand tu fais une construction de maison individuelle, t'as pas besoin de prendre un ingénieur structure en dehors de ton entreprise de construction. Ouais, bien sûr. Ouais, je comprends, OK. Très intéressant et du coup, tu investis aussi à titre personnel? Exact, ouais. Tu investis à titre personnel, mais en plus tu es maître d'œuvre donc c'est vrai que finalement tu combines un Mm. certain nombre, de compétences, hyper utiles finalement pour, tes clients et pour toi-même. Exactement, ouais. En effet, je suis tombé dedans en 2018. Peut-être même 2017 où j'ai commencé à regarder des vidéos Sur sur YouTube, YouTube, sur les réseaux? etc., un peu comme tout le monde. J'ai fait ma première formation donc je crois, dès début 2018. Et en fait, très rapidement, on a signé un premier appart. Donc, on a investi tout avec ma femme en nom propre. Enfin, en nom Ouais, propre. Après, en SCI, mais j'expliquerai après. OK. Donc, on a très vite signé un premier appartement qu'on a mis en colocation, puisque c'était 2018, donc c'était la mode des La mode de la colocations. coloc, ouais. Colocation en plus sans salon. Donc, Ah oui, à l'époque, ça marchait très bien. pour Et, rentabiliser, au max, le bien, exactement. quoi. Donc, on a acheté un T3, enfin un F3, qu'on a passé en 3 chambres avec cuisine, salle de bain et couloir. Euh, et donc ça a très bien marché. Ensuite, dès qu'on est revenu de signature du notaire, j'ai vu une autre annonce dans le même immeuble Mmh. où j'ai appelé tout de suite. Et en fait, il s'avère que c'était exactement le même appartement, 6 étages au-dessus. Donc on a après acheté cet appartement-là aussi en 2018. Donc pareil pour une coloc de 3 personnes. Et ensuite, en 2019, on a acheté une troisième coloc. Et donc là, c'était un F4. Et donc là, pareil, 4, 4 colocs Ça marche pas qu'on a toujours pas de finalisé. salon ou? Toujours pas de salon. Bon, D'accord. par contre, le dernier, il avait une grande salle, enfin une salle à manger, quoi. Ah OK. Donc quand Enfin, même une vraie salle à manger, un espace commun, toujours dans la cuisine, suffisamment avec une télé, etc. Chose que n'ont pas les deux autres. OK, donc luxe là, du coup, ouais, Exactement, exactement. par rapport à Donc, d'autres. ouais, voilà. Alors, depuis, la première coloc s'est transformée ce soir et certainement début de semaine en location longue durée, OK. puisque j'ai des problématiques d'impayés, etc. Donc,
J'ai voulu vendre l'appartement, finalement, ça n'a pas marché. Donc, du coup, je le garde en location, mais je le mets en longue durée. OK. Le deuxième appart est passé un moment en coloc de 2 plus location Airbnb de la troisième chambre. OK. J'ai mal fait les choses et ça s'est très bien passé pour les Airbnb, mais très mal pour mes 2 colocs. D'accord. Donc finalement, j'ai attendu qu'elle parte et je l'ai mis en Airbnb, enfin en LCD sur toute l'appart, sur tout l'appart. Donc là, il est OK. toujours en LCD. Ça marche. Le troisième est toujours en coloc. Et donc, à part ça, on achetait aussi, on a acheté notre première RP avec ma femme. C'était un appartement qu'on a revendu depuis et on a racheté une maison. OK. Maison un peu pourrie dans une belle ville et dans une très belle rue. Donc, Avec des travaux à avec beaucoup de faire. travaux comme j'adore. Bien sûr. Voilà. Donc, maison rénovée en très grande partie par moi. Soir et enfin non, pas soir, que les week-ends. Je m'étais promis de pas faire le soir parce que sinon c'est un coup Ouais, à laisser tomber au bout de 6 mois. c'est sûr. Donc voilà, j'ai rénové le premier étage en 1 an et ensuite je me suis occupé de la dépendance puisque mes anciens propriétaires étaient des brocanteurs et donc ils avaient une dépendance, enfin ils avaient en gros un petit atelier à côté Ouais. de 60 mètres carrés avec une dalle, 4 murs et un toit en fibrociment. Donc plein de boulot, Et donc, plein de boulot à je me faire. suis, voilà, je me suis mis à vouloir l'aménager en F3. Donc, j'ai fait une petite, un petit plan par une décoratrice, enfin par une architecte d'intérieur qui m'a bien aménagé la chose. Donc, OK. j'ai un F3, 2 chambres avec 2 salles de bain, Top. grand salon, etc. Donc, je suis très content. Et là, par contre, j'ai mis beaucoup plus de temps à faire les travaux. J'ai eu des périodes où j'en avais marre. Je faisais pas de travaux pendant 4 mois, 5 mois. Et j'ai mis 3 ans et demi. 3 ans et demi, Et ouais. donc là, il est loué là depuis juillet et ça marche vraiment très bien. Ah bah génial, Donc je suis bravo. très content parce que du coup, il y a pas de enfin, il y a le crédit de la maison en face, mais Oui, mais ouais, voilà. en C'est vrai gros, que avec 15 nuits de louer, je rembourse mon prêt de ma maison. génial. Donc je suis super content. Et c'était en 2023, on a acheté une maison dans le 41 qu'on est en train de diviser et les travaux sont presque terminés, qu'on divise en 6 logements pour faire moyenne durée, courte durée, puisqu'on est situé pas loin d'une centrale nucléaire, pas loin d'une zone très plateforme logistique, très, OK. très riche en plateforme logistique. Donc beaucoup de potentiel de location, on va dire, moyenne durée, parce que les partenaires sous-traitants d'EDF, quand ils viennent travailler dans les centrales, des fois prennent 2 semaines, 3 semaines, même jusqu'à 3 mois, 4 mois, Ouais. en fonction des travaux qu'il y a à faire dans les centrales. Et en plus, je suis pas loin des châteaux de la Loire. Je suis juste à côté de la Loire. Génial. Donc voilà. Donc j'ai hâte C'est un beau de. projet ça Ouais, aussi. ouais, ouais. Non, mais c'est top. De toute façon, tu as du coup, des investissements, finalement diversifiés. Exact. Tes colocs, tu les as diversifiés en termes de type de location, Mm. et je crois que c'est un peu ça le secret d'un investisseur, c'est de savoir rebondir, Ah ouais, par rapport à ce qu'on vit, par rapport au marché, par rapport aux expériences, hein. ouais, exactement. Bah en fait, je me dis que. En fait, sur les réseaux, on voit beaucoup, il faut se protéger, il faut faire comment dire, la bonne exploitation tout de suite pour pas être soit requalifié ou soit être mis au pied du mur au bout d'un moment. Mais je me dis que en 2018, c'était vraiment la mode des colocs. Tout le monde faisait de la coloc, donc j'ai fait de la coloc et ça a très bien marché. Ouais, Au bout d'un moment où ça marche plus, et bah du coup tu changes. tu t'adaptes. Forcément, tu vois, en passant de coloc à location longue durée, forcément j'ai un loyer qui est moins important. Bien sûr. Mais en fait, je le vois sur la durée de vie globale de l'investissement. Pendant 3 ans, j'ai plutôt bien gagné mon cash flow. Mmh. Après, là, peut-être pendant 4 ans ou 5 ans, je vais avoir un cash flow presque à zéro ou un petit peu supérieur, peut-être 50 ou 100 euros. Mais c'est déjà très bien. Et puis, voilà. Il y a des moments où j'ai perdu de l'argent avec cet impayé, justement. Ouais, Et voilà, bah, ça arrive, hein, forcément. bien sûr, bien sûr. Et voilà, faut le voir en fait sur la globalité de l'investissement. Il y a des moments où tu vas gagner beaucoup, il y a des moments où tu vas perdre. Mais au final, t'as quand même comment dire, le remboursement de capital que beaucoup ne voient pas, mais finalement, qui est là. Bien sûr. Et le jour où tu revends, tu comprends tout de suite, quoi. Ouais, tu comprends pourquoi j'ai appuyé. Exactement. Et du coup, cette compétence d'ingénieur structure, Mm. tu la mets en pratique, j'imagine, quand tu visites des biens?
Quand je visite des biens, oui. Là, surtout sur l'immeuble, enfin, sur la maison qu'on divise, hein. Ouais. Quand mon entrepreneur a commencé à péter les plafonds et que j'ai vu l'état des planchers, Mhm. bah déjà, j'ai pu éviter le prix d'un ingénieur structure puisque j'ai pu faire mes calculs moi-même dans mon coin et voir qu'il fallait renforcer certaines poutres et certains planchers. Ouais. Donc, oui, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Après, oui, forcément, ça m'aide, mais je suis peut-être un peu, tu vois, un peu tête brûlée, mais j'adore les travaux et en fait, le fait d'être ingénieur de structure me fait beaucoup moins peur sur des gros problèmes comment dire, de structurels. Là, tu vois, par exemple, j'étais intéressé pour faire un achat-revente sur une maison qui est pas trop loin de chez moi. Mhm. Et en fait, il y a des problématiques de sol qui influent sur les fondations. Et la personne en question a fait un rapport d'un ingénieur structure qui a un peu descendu la maison, tu vois, et qui a dit en gros, Faut pas faire. faut plus habiter dans cette maison, il faut raser, il faut reconstruire. Bon, en voyant le rapport, j'ai compris que c'était pas trop le cas, mais que voilà. Ouais. Et tu vois, j'étais presque parti. Bon, finalement, ça s'est pas fait, mais j'étais presque parti à acheter une maison et faire un renforcement de fondation de toute la maison qui m'aurait coûté quasiment 200 000 euros, plus à peu près 100 000 euros de rénovation intérieure de la maison, refaire les salles de bain, les sols, les peintures, etc. Mais ouais, du coup, en fait, j'ai pas peur d'aller sur des projets de Risqué, structure. enfin, Bon, risqué. après, il faut calculer de toute façon la rentabilité du projet. Bien Là, sûr. on était dans une zone où on avait un très bon prix foncier, donc en fait, même après 300 000 euros de travaux sur une maison, c'était quand même très rentable. Bien sûr. Bah, c'est ça, en fait, je pense, qui est hyper intéressant, c'est que tu as cette capacité-là et Mm, à vérifier le côté structurel, mm. et d'être capable finalement de dire: «Il faut faire tel et tel travaux pour pouvoir renforcer la structure et être certain que tout soit sécurisé» et en même temps, tu es capable aussi de le chiffrer, l'estimer. Et ouais, et du coup, tu peux après amener ça envers ton futur ancien propriétaire et dire, bah voilà, ça coûte tant, donc C'est votre ça. maison, elle vaut pas 200 000, mais elle vaut 50 000, quoi. Tu peux négocier avec effectivement Ouais. le vendeur, en proportion et effectivement, je pense que tu as moins cette appréhension que beaucoup d'investisseurs parce que tu connais le terrain, tu sais en fait, voilà, quels sont les travaux à réaliser, donc ça te fait pas peur. Je pense que souvent, ce dont les gens ont peur, c'est, l'incertitude et l'inconnu en fait. De te dire: «Bah, je vois, voilà, par exemple une énorme fissure». Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'il va falloir, refaire tout le bâtiment? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour le sécuriser? J'en sais rien et je sais pas combien ça coûte. Bah, Donc c'est pour ça que l'ingénieur structure est bien, parce que c'est sûr il existe aussi des travaux de rénovation de structure qui vont être très impactants et qui finalement vont pas rendre ton projet rentable. Mmh. Sur des, sur des bâtiments qui sont un peu dans la campagne, au milieu de la France, là, des bâtiments où le prix du foncier est vraiment très bas, forcément, renforcer un plancher, ça peut ne pas être rentable dès le début de l'opération, en fait. Ouais, c'est Et ça. du coup, bah, malheureusement, ce sera pas un investisseur rentable qui va investir dans cet immeuble-là, ça va être une autre personne qui va perdre de l'argent, et puis Et ouais. voilà. Ou alors pas renforcer et aggraver le truc. Ouais, bien sûr, parce que parfois tu te dis, ça peut vraiment valoir le coup Mm. d'investir dans un bien qui vaut vraiment pas cher, Ouais. mais finalement, il y aurait besoin de tellement, de travaux structurels derrière pour, rétablir la situation que en fait c'est pas rentable. Vu le prix du marché, en fait. C'est pour ça qu'il faut Bah, là, tu vois, relativiser sur le ça. projet dont je te parle, l'ingénieur structure, lui, avait carrément dit en fin de rapport, ce sera plus rentable de raser la maison et de reconstruire une nouvelle maison. Ouais. Et moi, je savais qu'il avait été très très dur avec cette maison-là et qu'il y avait certains éléments qu'il préconisait qui n'étaient pas réellement nécessaires. Ouais. Bon, après, t'as des ingénieurs qui vont prendre beaucoup de marge dans leurs préconisations pour pas être rappelés derrière et voilà, plutôt que de refaire un plancher, ils vont te dire bah il faut refaire 3 planchers quoi. Eh oui. Donc bon, Ouais. Ouais, ouais. C'est toujours un peu le juste milieu finalement, entre les préconisations, la réalité, ouais, je comprends et du coup, est-ce que, toi, tu as des conseils, par exemple,
quand on va visiter un bien immobilier, est-ce que tu as Mmh. 3 conseils Sur la structure? sur la structure? Ouais, où est-ce qu'il faut poser les yeux, tu vois? Alors, il y a des petites astuces. Alors quand on sent qu'il y a un plancher qui est affaissé, généralement ça se sent plutôt quand le cerveau en fait arrive à percevoir qu'il y a une petite, descente sur un plancher ou quoi. Donc Quand on ça, marche dessus, tu ouais, veux quand on dire ou? marche, en fait, tu D'accord. sens que, je sais pas comment dire, tu sens que ton centre de gravité est descendu de quelques millimètres, quoi. Ouais. En fait, tu sens que ça est descendu, même des fois, c'est très léger, ça peut être 2-3 millimètres, mais Mmh. tu peux le sentir. Il y a un petit tic aussi que je connaissais déjà avant, mais j'ai vu là sur une maison que j'ai diagnostiquée là, il y a pas très longtemps, où, quand tu ouvres une porte et qu'elle se referme au fur et à mesure ou qu'elle s'ouvre de plus en plus, sans que tu lui aies donné de l'élan, Ouais. ça peut justifier un petit mouvement, de la structure générale. Si tu D'accord, as une OK. maison qui est un peu penchée, quand tu ouvres la porte, elle va se refermer ou s'ouvrir vers le sens du tassement, tu vois? D'accord, donc ça, ce serait le cas si en fait, les portes de la maison sont concernées? Ouais, Ouais. ouais, exactement. Parce que ça pourrait être aussi que juste le bâti de porte Bah, c'est n'avait pas ça. été posé d'aplomb. Oui, parce qu'on a le cas Mais nous, voilà, chez nous là. ouais, ouais. Mais là, tu vois, je suis allé dans une maison où vraiment toutes les portes de Il y avait l'étage, pas. elles se refermaient toutes seules. Ah ouais, OK, OK. Donc voilà, après, forcément, quand il y a des fissures, ça peut être intéressant de creuser un petit peu. Ouais, parce que typiquement les fissures justement, quand on regarde des fissures en façade, est-ce qu'il y a un certain type de fissure, où tu te dis directement: «Là, enfin pas c'est un no go» mais tu vois, c'est vraiment un vrai souci structurel? Alors souvent sur les façades, en fait, il y a Ouais. 2 types de fissures. Soit c'est des fissures seulement d'enduit ou on va dire de retrait tu vois, quand ton bloc de béton, tu le poses, avec la dilatation, il va se rétracter Mmh. et en fonction de comment il est construit, s'il a été construit rapidement ou quoi, il peut engendrer des petites fissures. D'accord, Mais très souvent, les fissures que tu vois sur les façades, c'est parce que tu as eu des mouvements de sol. C'est très souvent ça. d'accord, c'est souvent des mouvements de sol, OK. Voilà. D'accord. Donc si tu as des mouvements de sol, ça peut être encore actif ou pas. Mais après, si tu une petite fissure qui fait 1 millimètre d'épaisseur, de faille, on va dire, Ouais, bon, bah, ça peut ne pas être très grave. Si tu as une fissure qui fait, entre 5 millimètres et 1 centimètre, là, il faut vraiment se poser la question et ça d'accord, peut être, un sujet quoi. ouais, un vrai sujet. OK. Mais par contre, en tout cas, à tous les gens qui veulent, essayer de réfléchir par eux-mêmes, sur, des visites qu'ils font, il existe des livres qui t'expliquent un petit peu, les pathologies, donc pathologie, ça veut dire, les problématiques qu'on a sur des façades, sur des toitures et cetera. Et donc, il y a un livre, alors on pourra le mettre dans la description, mais Ouais, un carrément. livre, qui s'appelle «La pathologie des façades», je crois. Et du coup, il t'explique, les fissures à 45 degrés depuis les fenêtres, OK, hyper intéressant. et ouais, il est vachement intéressant et alors il est très technique du coup, mais je trouve que ça Mais pour les gens qui aiment la technique, qui ont envie de moi je trouve que ça comprendre. fait du bien en fait, en tant qu'investisseur, de vraiment connaître son sujet, Bien sûr. même d'aller très dans la technique, bon après moi je suis un technicien aussi donc Oui, oui, je j'aime comprends. Moi, beaucoup la technique, mais j'aime bien aussi comprendre, la technique surtout de évidemment. savoir de quoi on parle et quand tu feras vraiment venir un ingénieur structure, tu pourras, un peu discuter avec lui et un peu comprendre, ce qu'il te dit. Ouais, Heu, Essayer de le challenger un petit peu pour voir s'il te raconte pas un peu des bêtises. ouais, c'est ça. Mais ouais, de connaître son sujet, c'est vachement bien. Bah, c'est clair. Attends, je vais juste allumer la lumière parce que Et il commence à être, 17 h, il fait nuit donc c'est ça. mmh Voilà, c'est beaucoup mieux. Ouais, non, bien sûr, je comprends, honnêtement, comprendre la technique pour moi, Ouais. Mais même de manière générale, hein, pas que sur la structure, hein, sur la thermique, sur, la manière dont on fait des réseaux d'eau froide, d'eau chaude et cetera, ouais, c'est ce qui permet je trouve aussi de ça voir vachement bien. quand des artisans, travaillent, d'avoir un regard un peu critique parfois sur ce qu'ils peuvent Ouais, faire exactement. et parce que ça peut arriver aussi, sans forcément que les équipes ne soient pas bonnes techniquement, Mmh. mais ça peut arriver quand les équipes, elles ont la tête dans le guidon je sais pas, Ouais, d'oublier d'oublier un des choses. élément et
et en fait, si on a justement, cette appétence quand même pour, les travaux et la compréhension des travaux, bah, on peut être amené du coup, à leur faire la réflexion et Ouais, ouais. puis, Et puis finalement, ça, forcément, ça va faire perdre du temps à l'investisseur, mais c'est pas non plus. Il n'y a pas besoin d'être expert en fait non, bien sur sûr. la technique, juste connaître un peu les bases. Et ouais, ça peut faire gagner pas mal d'argent finalement quand t'as un artisan qui te fait un réseau de plomberie qui est sous-dimensionné ou qui est mal réalisé. Si tu t'en rends compte 2 mois après parce que tu as des fuites de partout, ça te coûtera moins cher de le voir en chantier, de lui dire bah là je pense que tu t'es gouré donc refais, plutôt que de le découvrir 1 mois après avec un locataire qui t'appelle j'ai de l'eau partout, etc. quoi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et même, en fait, ça peut servir rien que pour les visites parce que le livre dont tu parlais, sur les fissures, combien de fois, on veut visiter un immeuble et puis on se rend compte sur les photos de la façade qu'il y a des fissures qu'on ne sait pas expliquer, et que du coup, en fait, voilà, il y a des investisseurs qui lâchent l'affaire sans savoir si ça c'est une vraie problématique ces fissures-là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc ils peuvent passer à côté d'opportunités, alors que voilà, en sachant un petit peu plus, sur ce domaine-là, bah, voilà, peut-être que, ils auraient pu, profiter d'une sacrée pépite, quitte à aller négocier justement le prix en disant: «Bah, Ouais, voilà, il y a des fissures en façade et cetera», ouais, ouais. alors que c'est pas Après, forcément. soit tu peux dire vraiment à ton vendeur, oui, il y a des fissures, il faut baisser le prix. Peut-être le mieux, c'est vraiment de faire appel à un ingénieur. Comme ça, il va vraiment te confirmer ça. Et il a vraiment comment dire, la légitimité de pouvoir justifier à un vendeur que vraiment les fissures, elles sont problématiques. Parce Mmh. que si tu dis il y a des fissures, faut baisser de temps, ton vendeur, il peut te dire, bah, comment, enfin, est-ce que vous y connaissez, c'est du pipeau. Ouais, bien sûr. Ou alors, ça se trouve, tu vas lui faire baisser de 5 000, mais avec un ingénieur structure, il t'aurait dit de baisser de 15 000 ou 20 000, tu vois. Et ouais, c'est sûr, Donc c'est voilà. sûr. Il y a un autre tips qui me vient en tête et que Yes. j'utilise moi en tant qu'investisseur et beaucoup en tant qu'ingénieur, mais pas mal aussi en tant qu'investisseur. J'ai acheté un appareil photo 360 degrés. OK. Et ça, c'est vraiment game changer quand tu fais beaucoup de visites. Ouais, Donc, tu as un petit appareil. Alors, moi, j'ai acheté un appareil qui s'appelle la marque, c'est Ricoh. d'accord. Et l'appareil il s'appelle Theta. OK. Et en fait, tu as ton appareil, tu le mets au-dessus de ta tête, tu le mets au milieu de la pièce, tu le mets au-dessus de ta tête, tu Ouais. appuies et il a pris la totalité 360 en haut, en bas, OK, etc. je connaissais pas Alors du après, tout. tu l'ouvres avec un logiciel spécifique, mais qui est gratuit. D'accord. Et ça te permet de, comment dire, de voir des choses que tu n'aurais pas vues avec ta visite si elle était rapide. D'accord, d'aller zoomer en fait sur Mais, les images, ouais, ouais. Ouais, tu OK. peux zoomer et puis tu vois vraiment tout, quoi. Tu Ah vois. ouais. Et ça, je OK. l'utilise beaucoup sur des immeubles, par exemple, où tu as beaucoup de pièces Oui. en facile 4 minutes, 5 minutes. Tu prends toutes les photos de tout l'immeuble, quoi. Mmh. OK, Et très bonne astuce. Ouais, ça, c'est pas mal. je connaissais pas du tout. Bah, merci beaucoup Ouais. Ah, de pour rien. le conseil et si, tu devais nous raconter, ta, ta pire anecdote sur les travaux, c'est-à-dire, enfin voilà quelque chose sur les travaux alors, soit ça peut être effectivement quelque chose que tu aurais vu, tu vois, si tu as été sollicité déjà par un sur un litige ou autre, que tu aurais vu, tu vois, une vraie problématique travaux qui a été réalisée par d'autres artisans ou quelque chose que tu as vécu toi, soit en tant que maître d'œuvre Ouais. ou Alors, il y en a une que j'avais déjà un peu racontée sur un autre podcast, mais en fait, il faut savoir que dans le monde du bâtiment, il y a plein de gens qui arrivent à accéder à des postes d'artisans, chefs d'entreprise, etc., qui peuvent être bons ou pas bons, et c'est très facile d'accès. Et en fait, que la personne soit bonne ou pas bonne, il peut arriver n'importe quoi sur un chantier qui a des incidences sur le projet ou sur le chantier. Et donc, c'est cette anecdote-là. Donc, je suis missionné en tant que maître d'œuvre sur la rénovation d'un appartement. Et j'ai un artisan qui est tout seul et qui a déjà refait mon troisième appart qui était en colocation, qui a fait des travaux sur d'autres biens. Et donc, j'ai une confiance absolue en cette personne-là et je sais qu'il travaille bien.
Et donc, il finit par travailler sur ce nouveau chantier-là. Et en fait, on va dire au milieu du chantier, j'apprends que il avait une maîtresse et qu'il s'est fait attraper par sa femme. Ah! Et Ah là comme là. il est artisan, tous ses outils sont chez lui. Et du jour au lendemain, il n'a plus accès à ses outils, puisque sa femme lui interdit l'accès de la maison. Eh ouais, bah, tu m'étonnes, elle doit être furieuse, donc Bah, normal. normal. Mais donc du coup, moi, en tant que maître d'œuvre, je me retrouve avec un artisan qui peut plus venir faire de travaux Aïe, aïe, aïe. dans l'appartement. Eh ouais. Retard, commence à avoir du retard. Il arrive à récupérer quelques outils et surtout, pour rattraper son retard, met en place des gars en sous-traitance. Ouais. Mais que du coup, tu ne connais pas toi en tant que maître d'œuvre, tu sais pas comment il bosse. Et finalement, il s'avère qu'il bossait pas très bien. Eh ouais. Et du coup, plus de retard, etc. Oh là là. Et donc, on finit par laisser tomber avec l'entreprise et j'arrive à trouver une autre entreprise pour finir le chantier. J'ai eu beaucoup de chance de trouver une autre entreprise qui Accepte. accepte de travailler dans le budget qui me restait. Eh oui, en plus, ouais. Donc là, comme on avait de la chance de ne pas avoir trop payé l'entreprise, le premier La première. artisan n'avait pas trop comment dire, de négatif chantier en termes financiers. Et donc, du coup, j'ai réussi à trouver une entreprise qui se mettait dans ce budget-là pour finir le chantier. Donc, on a réussi à finir le chantier au bout de 2 mois de retard, je crois. Ouais. Mais voilà, Eh ouais. pas facile du tout d'un artisan que tu connais très bien et en qui tu as confiance, mais qui finalement peut te planter un chantier pour Eh oui. une cause totalement personnelle. Alors, ça peut être ça, mais ça peut être son camion qui tombe en panne et qu'il n'ait pas assez de trésorerie pour pouvoir reprendre un autre camion. Un vol, Un vol, enfin, ça peut être plein de choses, quoi. ouais, bien sûr. Donc, ouais, c'est très difficile en tant que maître d'œuvre d'être. Alors, on peut se préparer à plein de choses, Bien sûr. mais il y a forcément des situations que tu peux pas imaginer avoir et qui finalement arrivent. Après, l'idée, c'est vraiment d'essayer de gérer au mieux en fait le retournement de situation et le plan B, quoi. Bah, c'est ça. Là, tu as réussi à trouver une entreprise qui Ouais, a finalisé les travaux parce que c'est vrai que même d'arriver à trouver une entreprise qui accepte de reprendre les travaux commencés par un autre ouais, ouais, artisan, c'est pas toujours évident non plus. ouais, ouais. Là, il restait plus que des travaux, on va dire, de rafraîchissement. D'accord. Lui, il avait OK. déjà fait toute la partie plomberie, Ah oui, d'accord. etc. Donc, pas trop de problématiques sur les assurances. Oui, parce que c'est ça. Souvent, les entreprises, elles refusent de reprendre ce genre de travaux Exactement. pour des questions d'assurance parce que s'il y a une partie qui a mal été faite et que, ça l'a Exactement. Il faut savoir qu'un plombier, par exemple, quand il va intervenir sur un réseau, à partir du moment où il va mettre le premier coup de pince sur le réseau, il prend la responsabilité normalement de la totalité du réseau. eh oui. Ouais, ouais. Et donc, quand tu es entrepreneur toi-même en plomberie et que tu interviens sur un chantier et qu'on te dit, bah voilà, l'autre entrepreneur, il a fait n'importe quoi et il est parti du chantier, bah moi, j'ai pas vraiment envie de, de ma- d'engager mon assurance sur Ouais. son réseau où je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il a fait avant. Ouais, bien sûr. C'est un peu difficile, quoi. Donc, Non, c'est sûr. ouais. Soit tu vas mettre un prix très cher au cas où, si jamais il y a un problème, bah, tu puisses te retourner. Ou soit tu vas directement dire, bah voilà, mon assurance, elle couvre sur ça et rien d'autre. Mais c'est pas facile. Non, C'est c'est pas dur de évident. trouver des entreprises qui. Qui acceptent. Ouais, Bah, écoute, l'issue de cette histoire, qui est positive, c'est que du coup, tu as réussi à finaliser exactement, ouais. le chantier pour, le client. C'est, je pense le plus important Ouais, ouais. et je pense que les clients apprécient dans ces cas-là, enfin voilà, de pas s'étouffer quoi. Là, pour le coup, on avait un client qui était très compréhensif et il dissociait vraiment bien le maître d'œuvre de l'entreprise. Donc, Ouais. donc Puis voilà, bon, on tu as a trouvé fini des en retard, solutions. mais ouais, au moins on a trouvé une solution Ouais, c'est le plus important Mmh. franchement, enfin, je sais que pour avoir été moi-même dans des situations Mmh. de malfaçon, de délai, de retard et tout ça, enfin voilà, si tu peux compter sur quelqu'un qui Mmh. va te trouver les bonnes solutions, bon, bah, voilà, le délai, c'est jamais agréable, mais si on s'en sort avec des travaux qui sont, finalisés en plus dans le budget, Mmh. heu, bon, c'est Bah ouais, bénef, quoi. le truc, c'est que tu jamais à trouver une entreprise qui est et pas chère du tout Ouais, et parfaite en travaux c'est ça. et rapide. Tu auras forcément un des trois, un des 3 points du triangle qui sera pas. Tu peux être rapide
et très qualitatif, mais du coup, tu vas être très cher. Ouais, Et après, voilà, bien tu sûr. joues sur ces triangles-là, quoi. Mais Mmh mh. Mais bon, en tout cas, dans le bâtiment, c'est vrai que les histoires personnelles, parfois, malheureusement, ouais, heu, ouais, les on va dire que les artisans peuvent se laisser parfois un petit peu, ouais, ouais. impacter par leurs histoires personnelles. Mais bon, le tout après, voilà, c'est de savoir rebondir et trouver les Ouais. bonnes solutions. Et du coup, voilà, moi, du coup, maintenant, le conseil que je donne, c'est souvent un artisan seul. C'est difficile. Après, ça dépend de ce que tu lui fais faire comme travaux. S'il est que plombier, voilà. Mais de prendre un chantier en entier, maintenant, je conseille plus de prendre un artisan qui est tout seul. Et qui Tu fait vois? tout, ouais. Ouais. Et Plutôt une petite boîte où il y a ça 2 ou 3 personnes. Comme d'accord. ça, s'il y a un problème, il peut se retourner. Il y a 2 autres personnes ou 3 autres personnes qui peuvent, en tout cas, Pallier, continuer le chantier, ne pas abandonner le chantier en entier. d'accord. Voilà. OK, OK, ça marche. Est-ce que tu as, peut-être, 1 ou 2 conseils complémentaires sur le choix des artisans? Quand, tu choisis un artisan, ou une Euh, société du coup, peut-être plutôt une société de Moi, travaux? ce que j'aime bien, ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le fait comment dire, de creuser la technique et d'apprendre beaucoup. J'aime bien en chantier faire un peu. Alors, en plus, pour les femmes, ça marche encore mieux. OK. Vous avez la chance sur ça. C'est de faire croire à l'artisan que vous y connaissez rien du tout Mmh. et de lui demander qu'est-ce que vous feriez, vous, à cet endroit-là. Et là, tu vois s'il te raconte Des des bêtises. bêtises ou pas. Et OK. ça, c'est vraiment, je trouve vachement bien du coup, de connaître la technique pour ça. Tu vois tout de suite, en fait, si le mec, il veut te faire payer un truc qu'il a pas besoin Ouais. ou s'il est réglo et s'il est cohérent dans son approche de travaux, quoi. Ouais. Ouais, ouais, et ça marche avec les femmes parce qu'il y a moins de femmes dans le bâtiment? Ça marche avec les femmes puisque les artisans machos se disent que les femmes s'y connaissent rien du tout et qu'ils peuvent Ouais. faire passer comme les garagistes Mmh. un devis plus salé à une femme qu'à un homme. D'accord. OK. Bon, bah, Donc écoute. bon. Donc ouais, bah, vous avez entendu mesdames, hein, Ouais, ouais, ouais. il faut effectivement, s'y connaître un peu en technique sur certains points pour, essayer de voir, voilà, est-ce qu'en face on a un artisan qui est compétent ou pas? Est-ce qu'il nous Mmh mh. raconte n'importe quoi ou pas? Oui, il existe plein d'artisans qui sont très compétents et Bien qui, sûr, bien sûr. et Oui, qui heureusement. heureusement et qui veulent pas faire payer n'importe quoi, à des clients, mais Ouais, bon, ouais. Il ouais, existe d'autres qui sont un peu plus, limite, quoi. ouais, bien sûr. Donc voilà. Et après sur le choix de l'artisan, il y a aussi une vraie question comment dire? Sur le paiement du premier acompte. Alors ça, c'est une vraie question. J'ai fait plein de choses différentes sur les acomptes. J'ai eu des clients qui s'étaient fait avoir par un ancien maître d'œuvre contractant général. Ça veut dire qu'en fait, il faisait et la maîtrise d'œuvre, donc la conception du projet, et les travaux derrière. Alors ça, je recommande pas du tout parce que il a Et tout intérêt à concevoir des choses qui coûtent cher pour pouvoir les chiffrer cher derrière. non, il y a conflit d'intérêts. Donc là, sur ce projet-là, finalement, il s'était planté sur le dimensionnement d'un plancher, donc du coup, il avait préféré abandonner le chantier. Mmh. Et mes clients avaient perdu beaucoup d'argent puisqu'ils avaient donné un acompte assez important. Et du coup, quand moi je suis arrivé derrière en tant que maître d'œuvre, ils m'ont demandé à faire un acompte de 10% à l'entreprise. Et ça s'est pas très bien passé puisque l'entreprise, du coup, a accepté ça. Mais le moment où elle a dû acheter tous ses placos, tous ses menuiseries, elle a dû forcément prendre de sa trésorerie. Et oui, pour avancer, Et la production. et ça n'a pas bien du tout fonctionné derrière sur la suite du projet, puisqu'ils n'avaient plus assez d'argent pour payer les gars sur le chantier, etc. Donc c'était un peu catastrophique. Un acompte de 50%, c'est vraiment énorme. Beaucoup trop, ouais. Ouais. Donc là, après plusieurs expériences sur chantier, je trouve qu'un acompte de 30%, c'est correct. OK. Par contre, ce qui est vraiment intéressant de faire, alors peut-être même sur les petits chantiers, c'est déjà d'avoir un devis assez détaillé, ligne par ligne. Ça, c'est vraiment important. Petit chantier ou gros chantier, pour moi, c'est vraiment la base. Mmh.
Et ensuite, tu verses ton acompte de 30% à l'entreprise. Et à partir du moment où il met le pied sur le chantier, tu prends le devis, tu rajoutes une ligne avancement à côté. Et ensuite, une colonne, pardon, colonne avancement. Et la colonne d'après, c'est le total du poste fois l'avancement. Et ça te donne un montant facturable. Et Ouais, en fait, tout à la fin, tu as ton montant facturable chantier. Tu enlèves les acomptes qui ont déjà été payés. Et après, tu te retrouves avec un résultat. Et c'est celui-là que tu dois payer maximum. Tu vois. d'accord. Pour Ouais. pas avoir de situation où tu as trop payé une entreprise et le jour où ils viennent plus, et bah, tu as mis trop d'argent et tu dois retrouver une autre entreprise. Si tu arrives à avoir l'entreprise qui paye, comment dire, qui chiffre le même prix que l'autre, bah, tu auras perdu de toute façon le trop payé que tu as mis à, Ouais. à la première entreprise. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir un suivi de l'avancement chantier, suivi financier pour payer à l'avancement Exactement. et vraiment avoir une vision bien précise du sujet parce que si jamais vous payez en fait trop d'argent, enfin, vous, vous payez le chantier, vous payez les artisans alors qu'en réalité, ils en sont pas autant avancés. Si vous êtes à Ouais. 80% de paiement alors qu'on n'est pas à 80% d'avancement du Et chantier. surtout, la vraie question, c'est est-ce que tu sais justifier quel est l'avancement réel de ton chantier Mmh. si tu ne fais pas cet exercice de savoir, OK, les placos, on en est à 20%, C'est ça. les peintures, on n'a pas commencé, le gros œuvre, on a fini, donc c'est 100%. Si tu ne fais pas cet exercice-là, tu peux pas savoir si tu es à 40, 50, 60%. Des fois, la limite entre les trois, c'est difficile à dire comme ça au jugé, de dire si tu es à 40, 50 ou 60%. Par contre, quand tu as un chantier à 100 000 ou 200 000 euros, la différence entre 40, 50 et 60%, bah, c'est entre 10 et 20 000 euros, quoi. Et ouais, donc c'est énorme. Donc, si ton artisan y part et que finalement, tu as donné 20 000 euros en trop à l'entreprise, bah, ça peut être difficile pour la suite de ton chantier. Ouais, c'est clair. Donc, vraiment, ouais, de faire un acompte de 30% et ensuite de ne réfléchir que par l'avancement du chantier. Et si lui, il te dit, bah non, par exemple, moi, je fais un acompte de 30% à la signature, ensuite 30% au milieu de chantier et 40% en fin de chantier, bah, je serais, en tout cas, moi, en tant qu'investisseur, je dis non, c'est 30% et après, c'est à l'avancement du chantier. OK. Et puis après, rien ne t'empêche de faire un avancement et donc une facture toutes les. Alors, on se fait beaucoup tous les mois, mais sur des petits chantiers, par exemple, des petits chantiers qui durent 2 mois, bah, rien n'empêche de faire une facture toutes les semaines, tu vois. Ouais, bien sûr. Toutes les semaines, tu vas voir l'avancement, même si la facture, elle fait 1500 ou 2500 euros, bah, Ça permet d'avancer. voilà. Après, toi, en tant que client, vraiment, le truc sur lequel il faut être très vigilant, c'est le bon paiement des C'est ça. factures. Plus vite tu vas payer ta facture, moins tu auras de problématiques avec l'entreprise. Et plus il y aura une Euh, relation de confiance qui se crée entre les 2 parties et plus l'artisan aura envie de bien faire son boulot et de ouais, finir le exactement. chantier. Donc, voilà, dès que tu reçois la facture, que tu as analysé qu'elle était cohérente avec l'avancement du chantier, faut payer tout de suite, quoi. Ouais, c'est ça, faut pas attendre un mois. En plus, là, on a de plus en plus de banques qui font des virements immédiats, mais on a encore des banques qui font des virements Ah à, ouais, il y en a certaines. tu vois, virements sur déblocage facture, donc Mmh. ça peut durer 5 jours, 6 jours, etc. Donc faut être Donc, réactif. ouais, faut essayer d'être réactif. Après, pour le suivi financier, si tu as un maître d'œuvre, normalement, c'est lui qui fait la vérification de l'avancement par rapport à la facture. Donc, généralement, il reçoit soit directement ou soit en même temps que les clients la facture de l'entreprise. Et après, il donne le go au client pour payer. Ou alors, il fait un aller-retour avec l'entreprise pour dire, bah non, là, vous avez avancé trop, faut réduire ce poste, etc. Ouais, c'est sûr que ça permet au moins d'avoir un suivi Bah, en vraiment, tout cas, quand on entend les expériences et les histoires des investisseurs qui ont des expériences mauvaises en chantier, avec des entreprises qui estiment être des escrocs, etc. Très souvent, c'est soit de la malfaçon, et donc l'artisan est juste mauvais, ou soit une mauvaise gestion financière, et tout à donc fait. d'avoir trop payé un artisan qui vient plus, et donc avoir un chantier qu'on doit finir avec le budget qui nous reste, ou alors de devoir rallonger Auprès de la auprès de la banque. banque, etc. Donc voilà, c'est vraiment gérer le chantier, l'exécution du chantier, vérifier que c'est bien réalisé. Donc
s'y connaître un petit peu en technique, ou si on n'a pas du tout envie, bah, faire appel à un maître d'œuvre. Et ensuite, la gestion financière du chantier, vérifier qu'on n'a pas trop payé l'entreprise. Ouais, par rapport à ce qui a été fait. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup pour, cet épisode. Avec plaisir. Honnêtement, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant. Petite, question pour, la fin. Qui tu verrais, sur, le podcast Story Travaux pour un invité, prochain? Alors, je pense éventuellement à Shiraz de UpAdvise, OK, qui ça est, marche. du coup, est courtière en travaux et qui a peut-être un autre point de vue sur la partie entreprise, vu qu'elle bosse avec beaucoup d'entreprises. Donc, Ouais, tout à ça peut fait. être intéressant. OK, bah, écoute, merci beaucoup. De rien. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, sur les réseaux, Alors, bah, moi, surtout, enfin, ouais, surtout Instagram, donc c'est LR Invest. Et donc, voilà, j'essaie de publier un petit peu plus, de plus en plus, maintenant que je suis à mon compte. Mais voilà, pas mal en story. Et puis, voilà, Instagram. Génial. Bah, écoute, de toute façon, on mettra toutes les infos à dispo, Mm. notamment dans la newsletter, comme ça tout le monde pourra accéder, à ton compte et ton contenu. Et en tout cas, merci beaucoup Paul et puis à une prochaine. Ça marche. À très bientôt.